Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Laetitia Serrano. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel, je suis ravie de te retrouver. Merci de m'avoir conviée à nouveau. Et je suis également ravie que tu aies pu avoir un peu de temps pour moi et pour cette vidéo. Alors aujourd'hui on a vu ensemble l'intérêt d'aborder les maladies sur le spectre large au niveau des animaux, toute l'interprétation des liens, de la santé, comment ça se passe pour eux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus en fragilité dans certains foyers que d'autres, etc. Donc, on va voir le spectre ensemble. Il y a du monde derrière toi, un joli charron. Oui, j'entends, oui, oui, j'entends mon chat derrière moi. Alors, on va aborder ensemble le sujet de la santé de nos animaux, de l'interaction des maladies. Euh, pour beaucoup, même si le sujet peut paraître interrogatif et sans conséquence, c'est-à-dire aussi notre état d'être dans la transmission sur nos compagnons animaux. Déjà, pour commencer, comment est-ce que toi, en tant que communicante animalier, tu peux avoir les informations au niveau des symptômes? Tout simplement parce que quand on se branche à une âme animale, l'animal est capable de décrire en fait des zones de son corps qui présentent par exemple des douleurs, qui présentent des déficits en énergie, des dysfonctionnements. Euh, En fait, si tu veux, quand on pratique la communication animale, un animal ne peut pas comment dire, te faire inventer un mot. C'est-à-dire que l'animal, pour te faire comprendre son message, va venir se brancher sur tes bases de données à toi. Donc même sans être vétérinaire, c'est sûr qu'un vétérinaire, si l'animal se branche sur la base de données interne d'un vétérinaire, l'animal ne va même pas perdre du temps, entre guillemets, à décrire des symptômes, il va carrément faire comprendre le nom de sa maladie, par exemple, tu vois. Un vétérinaire qui pratique la communication animale, et il y en a de plus en plus, euh, sont capables, eux, d'entendre pneumonie, d'entendre tumeur au niveau du foie. Tu vois, ça va être extrêmement précis parce que l'animal va se brancher sur ton lexique, en fait. Tu vois? Donc, pour un communicateur animalier qui n'est pas vétérinaire et qui n'a pas forcément les bases, l'animal va plutôt s'aider d'une description de symptômes, d'une description de zone dans son corps où a priori il y a quelque chose qui va pas. Et à nous après d'être capable, tu vois, d'aller mettre des mots concrets sur ce qui ne va pas. Voilà. Moi, me concernant, j'ai fait des études en biologie et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des vétérinaires. J'ai un gros vécu également de gardiennes d'animaux avec qui ont eu tout un tas de pathologies et des accidents également. Donc voilà, j'ai aussi entre guillemets ce recul-là. Mais c'est beaucoup le fait d'avoir travaillé en collaboration avec des vétérinaires qui m'a aussi bien éclairé entre guillemets, ce qui fait que aujourd'hui, sans être vétérinaire, voilà, à partir d'une description d'une douleur, je peux voir vraiment un territoire qui est dysfonctionnant. Et et encore une fois, j'insiste sur le fait que la communication animale ne doit en aucun cas euh, s'opposer à un diagnostic vétérinaire. C'est quelque chose qui est absolument complémentaire, mais qui ne doit en aucun cas remplacer un acte et un diagnostic vétérinaire. C'est très important de travailler entre guillemets en collaboration. Il ne faut pas se substituer à. Mais par contre, c'est intéressant par la pratique de la communication animale d'accéder à ce type d'informations concernant des symptômes. Alors ça va de la plus basique bobologie, le pas grave, à des choses qui peuvent être malheureusement beaucoup plus graves, voire létales pour l'animal. Euh, mais tout se met encore une fois, moi dans ma pratique, ça m'intéresse parce que je sais à quel point à nouveau ça se met au service de l'ouverture de conscience du gardien ou de la gardienne. Donc dès qu'un animal décrit que quelque chose ne va pas bien dans son corps, c'est pas anodin, c'est pas voilà un événement comme ça ponctuel qui n'a pas de sens. Que ce soit parce qu'il est malade ou que ce soit parce qu'il a eu un accident, à partir du moment où il y a quelque chose qui devient défaillant dans son corps physique, c'est vraiment un message pour son gardien ou sa gardienne. Et on peut, par exemple, se rendre compte que, comme par hasard, le chat a été accidenté,
à quelques jours près, à la date d'anniversaire de la mort, tu vois, d'un proche du gardien ou de la gardienne. Tu vois, il peut y avoir comme ça des rapprochements avec des dates de naissance, de décès, ou d'accidents aussi, cette fois-ci dans la lignée des humains. Même si c'est une pathologie, la pathologie en question va vraiment s'intégrer complètement dans l'histoire de la santé de ce clan familial humain. Vraiment, hein, c'est extrêmement précis. C'est déroutant. Enfin, moi, je sais que je travaille avec quelques vétérinaires et ils sont souvent très étonnés de voir à quel point il y a ces synchrones en fait entre l'état de santé de l'animal et encore une fois que ce soit une maladie qui parfois est congénitale, parfois c'est vraiment une maladie qui se développe parce que euh, c'est lié par exemple à l'espèce animale, à sa race, à son stade physiologique, aussi à son âge. Il y a des animaux plus ou moins risques hein, en fonction des races et aussi il y a forcément comme un humain, quand on vieillit, on peut être sujet à certaines maladies, la cataracte, l'arthrose, enfin tu vois des choses. Mais tout prend place, encore une fois, tout a du sens et tout est miroir avec des choses qu'on va trouver vraiment dans la vie du gardien ou de la gardienne. Et là, ça devient vraiment passionnant, c'est-à-dire qu'on comprend qu'un animal est capable vraiment, et pour certains animaux qui sont jusque-boutistes, ça va aller très loin, mais un animal est capable finalement de mettre son corps complètement au service aussi de l'histoire et de la possible évolution, ouverture de conscience de son humain, quitte parfois, malheureusement, à y laisser sa vie. Mais il y a des âmes animales extrêmement, je dirais, connectées, vraiment, qui sont des âmes très anciennes, qui ont beaucoup, beaucoup de vécu collaboratif avec les humains et qui vont avoir comme une espèce de, tu vois, de résilience et de philosophie. Pour eux, ça a du sens, ça a un sens profond à un moment donné presque de déposer leur corps physique et que ce corps se transforme au travers d'une maladie ou d'un accident pour montrer quelque chose à son humain et que cet humain puisse gravir une marche, tu vois, supplémentaire dans son escalier de l'évolution spirituelle, de conscience, on appelle ça comme on veut. Vraiment. Et donc, chaque maladie, chaque symptôme, chaque accident a un sens particulier en fonction de la zone qui est touchée. Est-ce que c'est un membre? Est-ce que c'est un organe? Est-ce que c'est un organe externe? Est-ce que c'est un organe interne? Est-ce que c'est un organe simple? Est-ce que c'est un organe double? Et si c'est un organe double, tu vois, par exemple, comme les yeux, les oreilles ou les poumons, les reins, est-ce que il y a le côté droit qui est plus affecté que le côté gauche, par exemple, ce qui est une information très importante en soi, ou est-ce que la maladie est présente, par exemple, des deux côtés? Très souvent, on va se rendre compte, tu vois, dans une pathologie ou un accident qui vient impacter un organe double, qu'il y a un côté qui est plus affecté que l'autre. Et là, c'est intéressant d'aller regarder la latéralisation. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche que l'atteinte est la plus forte? Voire peut-être qu'il n'y a qu'un seul côté qui est atteint. Et ça a du sens parce que ça ramène vers les lignées. Est-ce que c'est la lignée du père ou c'est la lignée de la mère qui est désignée au travers de la maladie, de l'organe qui est touché ou du membre, tu vois, de quel côté ça se situe, etc., etc. Donc on peut aller très loin dans, je dirais, le décodage et du coup dans la construction du puzzle qu'on va pouvoir remettre au gardien ou à la gardienne pour que lui se dise, OK, c'est ça qu'il faut que j'aille voir dans mon arbre. Quand on sait que les animaux sont extrêmement résistants à la douleur et qu'ils peuvent mettre des années avant de déclencher ce qu'on a appelé une maladie officielle, comment est-ce qu'on peut réussir à décoder pour éviter la souffrance de l'animal quand il est dans le stade de la maladie? Est-ce qu'il y a déjà une possibilité? Ben, l'animal, en fait, est capable très tôt de révéler qu'il y a une défaillance dans son corps physique. En fait, si tu veux, il révèle euh, son symptôme à partir du moment où son gardien ou sa gardienne est prête ou prête à entendre le message. Donc ça veut dire que, comme tu le dis parfaitement, un animal est aussi capable quelque part de mettre en sommeil sa douleur,
de geler un peu, tu vois, sa maladie. Par exemple, il y a des chats qui vont porter des tumeurs viscérales pendant des années. Et pourtant, tu peux avoir une tumeur dans les viscères d'un chat qui est vraiment très, tu peux avoir une tumeur qui est très grosse, hein. Et ben en fait, l'animal peut porter ça pendant des années sans qu'il y ait vraiment de symptômes, sans que l'animal devienne apathique, qu'il y ait de signes, tu vois, cliniques vraiment évidents. Il y a beaucoup de vétérinaires qui, en particulier chez les chats, le chat est une espèce animale ultra résistante à la douleur. Il y a beaucoup de chats qui sont percutés par des voitures qui survivent. Enfin, ils ont une résistance mécanique incroyable. Ils sont très résistants globalement aussi aux maladies et très fréquemment, il y a, tu vois, des vétérinaires qui opèrent un chat, par exemple, en pensant que c'est une simple occlusion intestinale parce que le chat, en se léchant, tu vois, avale des poils et ils vont découvrir une tumeur qui est grosse comme un pamplemousse. Alors que dans le quotidien de l'animal, il n'y a aucun signe qui exprime de la douleur, c'est-à-dire que c'est un animal qui va commencer à manger jusqu'au jour où, par exemple, il va avoir un problème de constipation et où là, on va s'affoler. Mais on va découvrir une tumeur qui est énorme et on aurait pu s'attendre typiquement chez un humain, par exemple, à ce que, tu vois, il y ait des symptômes bien avant, vraiment bien plus précoces que dans ce cas. Donc un animal, il est vraiment les vétérinaires quand ils sont amenés à ouvrir le corps d'un animal en particulier au niveau des intestins, parfois ils sont très surpris de voir le nombre de tumeurs ou la taille des tumeurs qui est énorme, alors que l'animal, tu vois, l'animal est capable de tenir jusqu'à un seuil, mais il pousse au bout, donc il n'exprime rien, tout semble aller, il a de l'énergie, il se promène, il mange bien, etc. Il a un beau poil, et par contre ça peut basculer du jour au lendemain. Et tu vois, ce jour au lendemain, c'est une date importante parce que très souvent, on va pouvoir faire le lien avec un événement qui s'est produit dans la famille de son gardien ou de sa gardienne. Ça peut être, comme je te dis, en lien avec un défunt, avec une date d'anniversaire, avec une date de décès, ou un événement qui s'est passé vraiment dans le quotidien de la personne. Et tu as un basculement qui peut être assez radical. C'est-à-dire, du jour au lendemain, un animal qui paraissait en pleine santé, tu vas le retrouver complètement apathique, il mange plus, il a le poil vraiment dégoûtant, ce qui est un signe clinique de repère très important. Le chat bascule d'un poil très soyeux, magnifique, brillant, à un poil vraiment tout terne très rapidement, tu vois. Euh, donc l'animal est capable de garder sa maladie en lui et de ne la révéler qu'au moment où vraiment son gardien ou sa gardienne est prêt au maximum du possible à cheminer. Voilà pourquoi on a ce sentiment que les animaux sont extrêmement résistants à la douleur physique, aux pathologies. Et je te dis, le chat en particulier, enfin, beaucoup de vétérinaires pourraient témoigner des surprises qu'ils ont quand, en pensant que c'est une simple, entre guillemets, bobologie, de découvrir en fait une atteinte vraiment très importante. Ouais. On peut aussi, si tu le permets, aller peut-être plus dans le détail de l'explication des différentes grandes maladies que peuvent rencontrer nos compagnons. Bon, tu donnes l'exemple des chats. On peut aussi apporter des exemples de chiens ou de chevaux ou d'autres espèces animales comme les lapins ou les rongeurs, ceux Ouais. que l'on va trouver directement à domicile. Est-ce qu'il y Ouais. a des grandes familles, comme pour nous, est-ce qu'il y a des grandes familles de maladies qui nous Bah, permettraient d'être observables, nous, bah, gardiens? déjà, si tu prends tu vois, tout ce qui est les lapins, les cobayes, c'est des animaux qui ont très peu d'adaptation digestive. Donc eux, vraiment, leur point faible, d'ailleurs, on peut rapprocher ça à ce qui se passe pour les chevaux, hein. Le cheval, c'est aussi un peu une exception parce qu'on peut se demander comment le cheval a fait pour traverser les âges en étant si mal équipé au niveau intestinal. En fait, la particularité de ces animaux, que ce soit le cheval, les lapins ou les cochons d'Inde, par exemple, c'est que leur flore intestinale, elle apparaît vraiment, la flore qui joue vraiment son rôle dans le passage des nutriments voilà, dans le sang, etc., c'est la partie terminale de leurs intestins.
Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont très peu de temps par rapport au tractus digestif pour dégrader la nourriture et vraiment profiter au maximum des nutriments, des vitamines, des minéraux, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que les lapins et les cochons d'Inde, pour les gens qui aiment ces animaux, qui en ont eu, c'est ce qu'on appelle des animaux coprophages. Donc ils ont besoin, quand les aliments vont traverser les intestins, la flore intestinale, comme elle est située sur la dernière partie, n'a pas le temps de dégrader. Et donc, dans les premières crottes de ces animaux, c'est encore extrêmement riche en vitamines, en nutriments, etc. Voilà pourquoi les lapins et les cochons d'Inde mangent leurs premières crottes. Voilà. C'est vraiment, ils sont obligés de manger ces premières crottes qui sont encore très riches en nutriments, ben, pour ne pas justement être en carence. Alors parfois, on conseille aussi de supplémenter, notamment les cochons d'Inde en vitamine C, tu vois, en choses comme ça. Mais ce qu'il faut surtout, c'est quand la cage a été complètement nettoyée, par exemple, si c'est un animal qui vit en cage, ne pas renettoyer de suite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ces animaux aient accès à leur première crotte. Sinon, très vite, ils vont être carencés et ils peuvent vraiment mourir, hein, très vite. Le cheval, tu sais très bien que le crottin de cheval est un super, super engrais naturel. Pourquoi? Parce que le crottin de cheval est extrêmement riche aussi en nutriments. Le cheval a vraiment, c'est sur sa dernière partie intestinale où la flore est la plus active. Et donc, le cheval a peu de temps aussi pour dégrader. Donc, tous ces animaux-là, c'est des animaux qui ont une fragilité intestinale très forte. La colique chez le cheval, il y a très peu de temps pour pouvoir sauver un cheval ou un poney à partir du moment où il a une colique. Il faut réagir de suite, il faut surtout pas le laisser se coucher, il faut le faire marcher, il faut lui faire une injection. Enfin bon, voilà, c'est des. Donc forcément, si tu veux, les gens qui sont des amoureux, par exemple des lapins et des cochons d'Inde, et ben comme par hasard, qu'est-ce que tu vas retrouver comme pathologie présente dans leur arbre généalogique? Ben, des fragilités intestinales qui vont de la plus petite, entre guillemets, bobologie à la pathologie la plus grave, qui par exemple peut être le cancer du côlon. Tu vois, la maladie de Crohn, tu vas retrouver, tu vas vraiment ces maladies-là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un chien ou un chat ne peut pas aussi être porteur, malheureusement, exprimer ces maladies. Comme un chien et un chat peuvent aussi avoir des maladies qui concernent les intestins. Mais je dirais que les animaux les plus fragiles au niveau intestinaux sont bien les lapins. Il y a beaucoup de lapins qui meurent d'occlusion intestinale, exactement comme les cochons d'Inde. Et je te dis, le cheval, l'un des risques principaux, c'est vraiment un animal qui part en colique et qu'on ne, et si ça n'est pas détecté de suite chez le cheval, tu peux pas le sauver, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de propriétaires de chevaux qui malheureusement ont expérimenté le fait de perdre un cheval comme ça, tu vois. Donc, mais encore une fois, il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que si tu as un cheval qui, de façon récurrente, fait des coliques, c'est rare que j'ai pas entendu que le propriétaire lui-même souffre, tu vois, d'une inflammation intestinale récurrente. Tu vas vraiment retrouver le miroir. J'ai beaucoup parlé du miroir dans les précédents épisodes. Et même au niveau des pathologies, bien évidemment que tu vas retrouver un miroir quasi parfait, en fait. Donc, les personnes inconsciemment vont attirer à elles des animaux qui, de la simple bobologie à la maladie la plus grave, est très miroir de ce qu'il y a aussi en territoire santé dans ce clan familial. Donc, ensuite, pour interpréter ces symptômes, tu vois, les intestins, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est exactement comme pour un humain, il y a toujours, en fait, si tu veux, un vrai message derrière, une émotion, une histoire. Ben, là, honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit, en tout cas moi, je travaille vraiment avec deux ouvrages que je trouve absolument remarquables. Le premier, c'est l'ouvrage de Jacques Martel, et le second, c'est celui de Christian Flech, vraiment sur le décodage, on va dire, émotionnel des maladies, des symptômes, etc. Et ça marche tout à fait pour les animaux. Donc, même quand c'est une espèce animale qui n'est pas mammifère, par exemple un oiseau, tu vas regarder le territoire, la zone de son corps qui est, encore une fois, qui est déficitaire. Tout ce qui va être intestinal, peu importe hein, que ça passe par un jabot, alors que nous, ça s'appelle un estomac, euh,
peu importe les spécificités, tu vois, je dirais intestinales de l'animal, ça reste le système digestif. Donc, on reste dans la symbolique de qu'est-ce que je digère ou qu'est-ce que je ne digère pas. Est-ce qu'il y a une information, est-ce qu'il y a un événement de ma vie que je ne digère pas ou que mon clan n'a pas digéré? Tu vois, tu vas rester sur vraiment ces problématiques-là. Donc, tu peux tout à fait utiliser ces deux ouvrages-là. Alors après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit hein, sur la thématique. Moi, j'avoue que vraiment, je suis totalement séduite par le travail de ces deux grands monsieur et je les utilise énormément pour m'aider à bah, finalement à assembler le puzzle. Quand un animal me fait comprendre qu'il a des symptômes, qu'il a un souci, qu'il a des douleurs, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps, je vais m'aider de ces ouvrages pour me confirmer. Tu vois, ce que déjà l'animal m'explique, je vais quand même utiliser ça. Et puis ensuite, bien évidemment, en fonction de ce qui se présente, je vais toujours recommander à la personne d'aller consulter un vétérinaire si ça n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et dans ce principe du décodage donc, de l'animal pour l'humain, je suppose qu'il y a quand même des symptômes qui appartiennent à l'animal, qui lui appartiennent propres. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément, par effet miroir, transmettre à son humain. Est-ce que, voilà, dans ce prisme-là, ou est-ce que tous les symptômes appartiennent finalement à ce rôle Alors, qui s'est porté? ouais, je comprends je comprends ce que tu veux dire, Daniel. Pour moi, dans 90% des cas, au moins, il y a vraiment un miroir. Ensuite, tu as au travers les 10% qui restent, pour moi, c'est vraiment un animal qui alors, ça peut être aussi un animal qui vieillit, hein, tout simplement. Donc, forcément, comme un humain, bah, tu as une capacité de réparation, de régénération qui est moindre. Tu vas avoir des maladies qui sont malheureusement assez incontournables, typiquement la cataracte. Tu peux avoir des souffles au cœur aussi qui apparaissent. Tu peux avoir des épaississements, voilà, de parois qui apparaissent. Tu vas avoir de l'arthrose. Tu vois, tout le système ostéo-articulaire. Là, on est dans du vieillissement tout à fait normal. Euh, je dirais que là, dans ces cas-là, l'animal, quand il est malade, quand il exprime une souffrance, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que toi, tu vas projeter. Qu'est-ce que ça active comme blessure? Très vite, peut-être que tu vas être devant la réalité que ton animal vieillit et qu'à un moment donné, tu vas le perdre. Qu'à un moment donné, il va y avoir une séparation parce que sa vie va s'arrêter. Et donc même là, tu vois, la santé de l'animal et son corps physique te fait évoluer parce qu'il est évident que à chaque fois qu'un animal te fait traverser son deuil, il te fait traverser, revisiter le deuil aussi de l'un de tes ancêtres humains que tu as connu ou pas. Mais ça vient résonner. Je te donne un exemple. C'est arrivé plusieurs fois que je communique avec des animaux vraiment en fin de vie, hein, des animaux très âgés ou des animaux, par exemple, qui ont malheureusement un cancer qui n'est pas du tout soignable. Tu, ces animaux vraiment vont très vite amener leur humain dans une nécessité que leur humain les accompagne. Et ben, par exemple, tu peux très bien découvrir que le gardien ou la gardienne de cet animal qui est en fin de vie, elle ne pouvait pas être présente quand son père ou sa mère malheureusement est décédé parce qu'elle était peut-être à l'autre bout du monde en voyage, en mission de travail ou qu'elle n'a pas eu la force aussi, tu vois, d'être là parce que une forme de déni tellement la souffrance et la peur de perdre un parent était présente. Et tout d'un coup, peut-être que 5 ou 10 ans après avoir perdu ton père ou ta maman, et que persiste en toi comme une espèce de sentiment d'inachevé, de ne pas avoir été là pour la personne au moment de son dernier souffle, eh ben, l'animal, lui, quelque part, te prend par la main pour que tu l'accompagnes. Et c'est peut-être un animal qui va s'éteindre dans tes bras. C'est-à-dire ce que tu aurais rêvé de pouvoir faire pour ton père ou ta mère et que tu n'as pas pu faire, eh bien, tu vas pouvoir le faire pour ton animal. Et donc, tu vois qu'encore une fois, l'animal, euh, amène une guérison absolument incroyable. C'est moi, je l'ai souvent vu, tu vois, j'ai souvent eu accès à des témoignages de gens qui m'ont dit qu'effectivement, ils s'étaient sentis extrêmement coupables de ne pas avoir été là pour l'un de leurs parents ou un enfant ou en tout cas un proche.
Et parfois, c'est parce que la personne, elle était terrorisée à l'idée de perdre l'autre et elle se sentait pas la possibilité d'aller régulièrement à l'hôpital visiter la personne qui était en fin de vie, etc. Et là, son animal, par exemple, est hospitalisé, et ben, elle va le voir tous les jours. Il faut pas conclure que cette personne, elle préfère les animaux aux humains. C'est pas du tout ça. C'est que c'était trop souffrant. 10 ans auparavant, elle n'était pas prête avec cette notion de fin de vie, de mort. Elle n'était pas prête en fait. Elle n'avait pas l'outil, elle n'avait pas la capacité de gérer. Et ça fait pas d'elle un monstre. C'est pas un enfant abandonnant de l'un de ses parents. C'est pas quelqu'un qui s'en fout. C'est quelqu'un qui est dans une extrême souffrance parce que la mort lui fait peur et le manque de l'autre lui fait déjà peur. Donc quelque part de ne pas être en capacité d'aller voir l'autre quand la vie est en train de quitter la personne qu'on aime, c'est de la souffrance souvent, c'est pas de l'indifférence. Et pour son chat ou son chien, peut-être que 10 ans après, eh ben la ressource, tu vois, il y a eu ce deuil qui a peut-être été traversé pendant 10 ans, et ben tout d'un coup, ça a positionné en nous cette nouvelle ressource. Et on va pouvoir l'expérimenter et utiliser cette ressource pour accompagner son chien ou son chat ou son cheval, tu vois, en fin de vie. Donc même là où effectivement, comme tu le dis, la pathologie de l'animal ou je dirais le contexte n'est plus forcément miroir avec ce qui se passe dans le clan de cette personne. Pour autant, le fait d'accompagner son animal jusqu'au bout, ça a un sens énorme. Et là, du coup, on revient de l'autre côté de l'humain et ça équivaut à un nettoyage aussi, à une libération. Pour rester dans la démarche maladie, si tu permets, on peut peut-être explorer des maladies bien ciblées. Peut-être par exemple, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'animaux qui souffrent de diabète. Là, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme information? Quelle pourrait être l'information que l'animal... Alors, je précise, hein, ce n'est pas une généralité non plus, ce n'est pas parce Mm. qu'on a un chat, un chien qui souffre de diabète que l'explication est à 100% la bonne. Mais déjà, là, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux personnes qui nous regardent, qui ont un animal qui souffre d'une maladie, donc comme le diabète, pour prendre un exemple, on prendra peut-être d'autres exemples si tu le Oui, permets. oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne-là? Alors, quand un animal souffre de diabète, on va retrouver très, très, très fréquemment en miroir dans le clan du gardien et de la gardienne une mémoire transgénérationnelle où un enfant ne s'est pas senti en lien avec sa mère. Ça peut être par exemple un enfant qui n'a pas été élevé par sa mère, mais peut-être par une grand-mère ou par une tante, et qui émotionnellement s'est senti rejeté par sa maman. Ça peut être un enfant qui a été élevé par sa mère, mais il ne s'est pas senti aimé, accompagné par elle. En fait, en résumé, de ce que j'ai toujours vu via la communication animale et de ce que j'ai toujours vérifié ensuite en ayant le feedback des consultants, c'est que c'est systématiquement l'histoire d'un enfant, donc garçon ou fille, donc un ancêtre de votre clan, qui a un contentieux finalement envers sa mère. Il lui en veut, il y a à la fois de la colère, il y a du chagrin de ne pas s'être senti aimé, accompagné par sa mère. Et très souvent, alors on pourrait penser, tu vois, parce qu'il y a du chagrin, que ce soit le territoire pulmonaire, par exemple, qui soit plutôt touché, ça peut arriver. Mais très souvent, la maladie qui va se mettre en place dans l'arbre généalogique, ça va démarrer par de l'addiction, par exemple au sucre. Aujourd'hui, on est dans une société qui surconsomme le sucre. Il y a du sucre partout. Les enfants, tu as des sodas dans quasiment tous les frigos de toutes les familles. Il y a vraiment une alimentation assez trash, on va dire, dans beaucoup, beaucoup de familles. Euh, et du coup, ça va être lié, tu vois, à de l'addiction, en fait. Ce manque de la mère va démarrer par ensuite une addiction.
Et les anciennes addictions, aujourd'hui en 2023, et ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, très souvent on va trouver l'addiction au sucre. Donc, on est vraiment complètement dans cette logique. Le diabète, c'est une maladie qui exprime un désordre dans la régulation du taux de sucre, le taux de sucre qui est libéré dans le sang. Et donc, on est bien dans une problématique de sucre, tu vois, d'addiction au sucre, où ton corps ne sait plus réguler ce taux de sucre naturellement, on en voit trop à un moment donné avec le risque de coma, etc. Et ben, à chaque fois que j'ai communiqué avec des animaux qui souffraient de diabète, déjà, de façon systématique, il y avait au minimum des enfants qui avaient de très fortes addictions au sucre, avec par exemple aussi de l'obésité. Mais quand on allait regarder une ou deux générations au-dessus, on retrouvait quasi systématiquement des ancêtres qui ont eu le diabète. Et on retrouvait bien évidemment encore plus haut un enfant qui avait été abandonné ou qui ne s'était pas senti aimé par sa mère. Très souvent, encore une fois, en transgénérationnel, on n'a pas besoin de remonter jusqu'au Moyen Âge, hein. Il suffit en fait d'aller regarder l'histoire par rapport à notre rang générationnel à nous, il suffit d'aller regarder l'histoire de nos grands-parents, vraiment au plus de nos arrière-grands-parents. On n'a pas besoin, tu vois, d'aller au-delà. Donc, c'est vrai que les gens, souvent, quand on leur parle de psychogénéalogie, disent, ouais, mais moi, jamais j'aurai les éléments, j'ai la moitié de ma famille qui est décédée, je sais même pas, mon grand-père, je l'ai jamais connu, je sais même plus quel était son prénom. Mais en fait, on n'a pas besoin non plus de trop d'informations. On arrive à retrouver, euh, comment on retrouve les infos, aussi, on peut corroborer, tu vois, si on a un ancêtre, par exemple, un grand-père qu'on n'a pas connu, et que notre grand-mère qu'on a connue, elle est décédée, donc on n'a plus vraiment possibilité d'aller mener l'enquête, entre guillemets. On peut aussi regarder les prénoms. Les prénoms ont vraiment, le prénom, tu sais, c'est un poids alchimique. C'est une valeur finalement alchimique. Chaque lettre qui compose ton prénom est une valeur alchimique. Et donc, c'est une énergie. Et il y a vraiment des gens, hein, qui ont parfaitement décrit, c'est que c'est une science, hein, la science des prénoms, tu vois, d'aller décoder le prénom par rapport à sa valeur alchimique et par rapport à ce qu'elle veut dire sur le plan transgénérationnel. Et il y a des prénoms qui peuvent être liés justement, tu vois, à cette maladie du diabète ou à cette histoire d'un enfant qui aura un lien très compliqué avec sa maman. Tu peux aussi, tu vois, si tu n'as pas la confirmation que le grand-père, par exemple, était diabétique, mais que et qu'il a un prénom qui porte l'énergie du diabète, ça vient conforter, entre guillemets, cette interprétation. Alors, je ne dis pas que une fois que l'humain entend que il y a a priori aussi du diabète dans son clan et que c'est parce que l'origine, c'est un enfant qui s'est senti blessé parce qu'il ne s'est pas senti aimé par sa mère et qui s'est senti rejeté par elle, que tout d'un coup, l'animal n'est plus diabétique, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des cas où effectivement, la prise de conscience du gardien ou de la gardienne et le fait que cette personne se mette en chemin, elle, de libérer son transgénérationnel, va jouer en faveur de l'état de santé de l'animal. C'est-à-dire que l'animal va peut-être euh, exprimer moins fortement le miroir. Donc, il y a des symptômes qui peuvent s'atténuer, etc. Il y a d'autres cas où ça ne changera rien. C'est-à-dire que l'animal va continuer à exprimer ses symptômes, sa maladie, et va peut-être même parfois en mourir. Mais encore une fois, ça a du sens. C'est pas une punition, c'est pas que l'humain n'a pas assez cheminé ou travaillé sur lui, c'est que c'est profondément juste. Ce sont des contrats aussi d'âme, hein, il faut pas l'oublier. Qu'on signe aussi des contrats d'âme avec les animaux qui vont vraiment le plus compter pour nous dans nos vies. Là, on a abordé le diabète. Je veux rebondir aussi pour rester dans ce que tu expliquais. Juste précision, Daniel, sur le diabète. Euh, Très souvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais quand on nomme un animal de compagnie par un nom qui évoque le sucre, chocolat, vanille, miel, candy, Pepsi. Alors, faut que je cite peut-être d'autres sodas mais tu vas avoir des noms comme ça, tu vois, qui vraiment évoquent le sucre. Euh, et ben là encore, très souvent, tu vas retrouver du diabète, une énergie de diabète dans le clan familial. Tu vois, même inconsciemment, dans la façon de nommer son animal,
on peut se relier à cette énergie d'addiction au sucre et donc de manque de la maman. Faut pas oublier que le lait maternel, enfin le lait, est très riche en lactose. Et le lactose, c'est un sucre. Voilà pourquoi, tu vois, on peut quand même vraiment faire le lien avec une blessure à la mère. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Non, mais toutes les parenthèses sont bonnes à placer, puisque là, de toute façon, on va continuer dans les maladies organiques. Là, je voulais aussi qu'on aborde les MICI, parce qu'on voit de plus en plus d'animaux de compagnie qui souffrent de MICI. Donc là, on est vraiment sur des symptômes plus généraux d'inflammation dans le système digestif. Alors, je n'ai pas La compris le MICI, mot. les MICI, les maladies infectieuses chroniques. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on voit aujourd'hui de plus en plus d'animaux de compagnie qui souffrent de ces maladies-là, tout sur la base du système digestif. Donc, je rebondis aussi sur l'exemple des chevaux, mais également des rongeurs que tu as donné tout à l'heure. Quelles pourraient être des explications complémentaires sur des animaux non herbivores, pour le coup? Ben, tu es exactement, en fait, ça suit les traces de ce qui se passe pour les humains. Quelque part, c'est très logique. Encore une fois, c'est une résonance miroir des désordres. Tu as de plus en plus de gens. Regarde, par exemple, le nombre d'humains qui sont intolérants au gluten. Ça explose littéralement. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de phénomènes inflammatoires au niveau des intestins parce qu'une très grosse augmentation du stress dans la vie, parce que malbouffe, parce que le stress peut entraîner aussi un état de fatigue chronique, de la dépression, etc. Donc, peut-être moins d'énergie à mettre, tu vois, pour se dépenser, aller faire du sport, aller faire des activités qui, justement, viennent complètement alléger notre charge mentale. Donc, ça vient considérablement, je dirais, détériorer notre santé et forcément, la partie intestinale, qui est quand même une fonction majeure et absolument primordiale, bah, est affectée. Tu as aussi, alors, voilà, je ne veux pas trop montrer du doigt l'industrie pet food, mais bien évidemment, des animaux qui sont nourris pendant des années avec de la nourriture industrielle, tu as des qualités complètement différentes dans la nourriture industrielle pour animaux. Il ne faut pas penser que les marques forcément les plus chères sont les meilleures pour la santé de ton animal. Donc il y a aussi ça, hein, c'est évident qu'on observe, les vétérinaires peuvent témoigner, hein, il y a une explosion des tumeurs intestinales chez les animaux de compagnie. Une explosion, littéralement. Donc, alors les vétérinaires, ceux qui n'ont pas encore, et je le conçois, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, ceux qui n'ont pas encore cette acceptation de la communication animale parlent souvent d'imprégnation. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que l'animal, par exemple, s'il vit dans une famille dans laquelle il y a justement beaucoup de stress et peut-être justement aussi des territoires inflammatoires, voire des tumeurs cancéreuses au niveau des intestins, en particulier dans le cas du cancer, beaucoup de vétérinaires vont parler d'imprégnation et que du coup, par imprégnation, l'animal va aussi se déclencher une pathologie équivalente. Pour moi, c'est pas dans ce sens que ça marche, mais c'est mon opinion. Hein, voilà, c'est ma vérité à moi. C'est qu'encore une fois, c'est la loi de l'attraction. On attire à soi un animal qui a déjà ce territoire-là en lui. Et ça, c'est lié à son histoire, c'est lié à sa lignée. Et c'est ça qui fait que ça matche dans la rencontre avec toi. Et peu importe que ce soit lié à de l'alimentation industrielle, à un moment donné, si tu es confronté à des phénomènes inflammatoires au niveau des intestins de tes animaux, qu'est-ce que tu dois en déduire toi? Quels sont les rapprochements que tu peux faire avec ce que tu vis toi-même à l'instant T ou avec ce qui s'est passé dans ton clan sur le plan intestinal? Parfois, c'est le contexte en fait qui se met en place pour déclencher quelque chose qui est un message pour toi, tu vois. Mais si je reviens à ta question initiale, il est évident pour moi que le stress est de plus en plus fort chez les humains, donc le stress est de plus en plus fort aussi chez les animaux de compagnie, qui sont là pour jouer finalement beaucoup, beaucoup nos miroirs.
et qu'il y a vraiment cette vraie question des aliments industriels. Alors aujourd'hui, tu sais que par exemple pour les chiens et les chats, il y a de plus en plus de formulations de produits sans céréales, donc sans gluten, etc., etc. Après, il y a des études qui viennent contredire cette orientation-là. Bon, c'est un peu une guerre de clochers, hein. Moi, je n'ai pas la réponse parfaite à ça. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que moi, je communique aussi, par exemple, avec des éleveurs et que il y en a de plus en plus qui essaient de vraiment passer sur de l'aliment qu'ils vont faire eux-mêmes. Donc, en mélangeant des abats, différents types de viande, des légumes, une base, en limitant, mais quand même une base, tu vois, par exemple, de riz. Donc, le riz, c'est pas une céréale en tant que telle, mais équivalent de céréales et qui apparemment observent de super résultats. Mais dans la vraie vie, les gens, quand ils partent bosser, quand ils ont les enfants à récupérer, les devoirs à faire tu vois, c'est compliqué, c'est très extrêmement chronophage. C'est sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse tous aller vers ça. Et je pense que ça lèverait une partie, en tout cas, des phénomènes inflammatoires. Mais il faut être bien accompagné aussi pour le faire, hein, parce que c'est le risque, hein, c'est de carencer aussi son animal. Surtout si c'est un jeune animal, voilà, il faut qu'il ait un apport en calcium et que ce calcium soit assimilable. C'est très important, donc il faut être vraiment accompagné par des gens sérieux pour pouvoir se lancer là-dedans. Et il faut avoir la réalité que c'est très chronophage. Donc, voilà. Donc après, il faut vraiment essayer de sélectionner une alimentation qui nous paraisse, voilà, la plus adaptée possible à notre animal et ça réduit aussi les phénomènes inflammatoires. Ouais. Et là, on est sur des phénomènes inflammatoires plus organiques. Et qu'en est-il des phénomènes, des symptômes neurologiques? Je pense à l'épilepsie, je pense aux troubles neurologiques généraux, hein. Un chien, un chat peut facilement présenter des symptômes de dysfonctionnement sans pour autant que ça soit hein, de l'épilepsie. Là, qu'est-ce qu'on pourrait définir par rapport au rapport miroir entre le gardien et l'animal? Mais c'est exactement comme pour un humain. Encore une fois, tu peux tout à fait utiliser, tu vois, les dictionnaires, notamment de Jacques Martel et de Christian Flech, et tu auras vraiment les bonnes explications. C'est ce qu'il faut aller regarder, c'est, tu vois, le trouble neurologique. Qu'est-ce qui l'empêche de faire? C'est quoi son incidence, par exemple, tu vois, sur le quotidien de cet animal, et où toi, en tant que son gardien, qu'est-ce que ça t'oblige à faire, ou qu'est-ce que tu ne peux plus faire? Et là encore, tu vas avoir des pistes. Les animaux qui ont des troubles neuraux, alors ça dépend de l'origine, hein, ça peut être lié par exemple à une tumeur cérébrale, ça peut être lié à un pincement au niveau de la moelle épinière, tu vois, est-ce que c'est un tassement de vertèbres, est-ce que c'est lié à un accident, est-ce que c'est un animal qui naît avec aussi des tares, est-ce que c'est lié à de la consanguinité, est-ce que c'est lié à un AVC qui va ensuite engendrer des troubles. Tu vois, donc c'est vrai que là, sur les troubles neuraux, les causes originelles peuvent être tellement, j'ai envie de dire, diverses et variées que c'est compliqué de te répondre. Mais encore une fois, il faut aller regarder déjà où est-ce qu'est le trouble neuro. Est-ce que c'est dans tout le corps? Est-ce que, par exemple, c'est uniquement au niveau des pattes postérieures, si c'est un quadrupède? Et qu'est-ce que ça empêche de faire? Par exemple, donc, chez un animal, ses pattes antérieures représentent nos bras. Donc, on est plutôt dans, tu vois, c'est l'action. Je vais faire avec mes bras. On est dans l'action. Les pattes postérieures d'un animal quadrupède vont représenter nos jambes. Là, on est déjà dans l'ancrage, dans les racines. Donc, est-ce que j'ai des racines solides ou pas? Est-ce que je viens d'un clan familial dans lequel il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père biologique ou pas? Tu vois, ça c'est une première raison de fragilité au niveau des racines, les enfants illégitimes, les enfants bâtards. Et la deuxième aussi, c'est est-ce que j'ai des ancêtres qui ont vécu des exodes? Est-ce que j'ai des ancêtres qui ont dû fuir un pays en guerre ou fuir une famine et qui ont dû s'installer dans un autre pays? Où là, tu as vraiment du déracinement pour le coup. Donc, au niveau des pattes postérieures de l'animal, tu vas avoir une résonance miroir avec toutes ces mémoires-là. Mais c'est aussi la direction. Est-ce que je sais m'orienter dans la vie? Est-ce que je suis capable de faire des choix, tu vois, de direction? Est-ce que je peux me diriger vers telle ou telle option?
Donc, tu vas avoir, si par exemple tu as un trouble neuro qui fait que l'animal ne peut plus utiliser ses pattes postérieures, ben, il faut voir comment ça résonne chez la personne, ces problématiques de déracinement, ces problématiques de direction, tu vois, et de choisir une direction. Est-ce que cette personne, ça arrive, le trouble neuro de son animal arrive comme par hasard pile à un moment où cette personne est censée choisir une direction, mais qu'elle s'en sent incapable. C'est-à-dire, elle se sent incapable d'utiliser ses propres jambes, finalement. Tu vois, ça peut être des résonances comme ça. Mais après, la neuro, pour le coup, c'est tellement vaste que là, je te donne un exemple qui est très ciblé, mais ça peut être plein d'autres choses. Si, par exemple, le trouble neuro est lié à un AVC, c'est l'AVC qu'il faut aller regarder. Tu vois, c'est Mais vraiment. l'AVC, ça peut être aussi un symptôme de l'âge chez l'animal, ou pas? Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. C'est très connu. Par exemple, chez les chiens qui ont plus d'une dizaine d'années, c'est très fréquent les AVC. Donc un AVC ne tue pas forcément votre animal. Un animal peut faire 3-4 AVC sur la fin de sa vie, tu vois, en 4 ans. Oui, bien évidemment. Après, c'est peut-être aussi le signe qu'il y a une tumeur au niveau du cerveau liée à l'âge. Voilà. Oui, mais tu as des animaux qui vont faire des AVC en étant jeunes. Donc là, on peut plus s'appuyer sur c'est normal, c'est un animal qui vieillit et donc le risque d'AVC augmente. Voilà, c'est peut-être aussi en fonction de la temporalité de l'âge, hein, de l'espèce ou de l'animal, où on peut plus facilement s'orienter vers l'idée du décodage et pas forcément chercher un décodage à tout prix, peut-être. Ou est-ce que le décodage, il est systématique? Moi, en tout cas, je suis pour aller décoder de façon systématique. Vraiment, c'est mon parti pris. Hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire les choses, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de faire les choses parce que moi, ce que m'a appris la vie et ce que m'ont appris les animaux, hein, qui sont encore une fois, je crois, mes plus grands guides dans cette vie-là, c'est que tout a du sens. Après, bien évidemment, il faut se lâcher la grappe, hein, il faut aussi vivre, tout simplement, hein, et pas chercher des signes partout dans les nuages, dans les cailloux qu'on voit au sol. Il faut être aussi dans la vie. Mais à partir du moment, tu vois, où ton animal exprime qui vit avec toi, qui vit dans ta maison, qui vit à côté de toi, exprime quelque chose dans son corps, moi, en tout cas, au travers de mes animaux, je vais toujours me poser la question. Tu vois, par exemple, ces derniers mois, j'ai plusieurs de mes animaux qui systématiquement ont eu des problèmes de santé sur le côté gauche de leur corps. Et beaucoup au même pied, patte postérieure gauche. Au moment où moi, j'ai commencé à avoir un gros problème au pied gauche. Tu vois, donc au début, j'ai eu un animal. Donc là, tu peux te dire, statistiquement, ça peut arriver. Et puis, quelques semaines après, tu as un deuxième animal qui se fait exactement la même blessure, pas au même endroit dans la nature, mais qui se blesse au même endroit. Voilà. Et puis un troisième. Et là, tu vois, là, ça vaut le coup quand même d'aller vraiment s'interroger sur ce que ça veut dire, sur quel est le message, qu'est-ce que tu dois comprendre pour toi. Parce que si tu comprends pour toi, quelque part, tu sais très bien que tu peux aussi peut-être casser cette spirale infernale, je dirais. Tu vois, mais là où j'entends hein, aussi le sens de ta remarque, là où tu as raison, c'est qu'il faut aussi, il faut vivre tout simplement. Et il y a des choses, il faut aussi tout simplement les accepter. On peut pas tout le temps surintellectualiser et chercher des solutions à tout. Il y a des choses qui sont faites pour être traversées, tout simplement, pas pour être annulées, inversées, dissimulées ou dissoutes comme ça, comme par magie. Il y a des choses qui sont sur notre chemin pour être traversées, tout simplement. Et l'animal, quelque part aussi, mais pour moi, l'animal, il le traverse en le traversant, il t'amène peut-être un questionnement qui va être profondément utile. Là, on parle des maladies, mais il y a aussi une autre approche dans les décodages, c'est les accidents. Absolument. Qu'est-ce qui fait que on va avoir tel animal qui va avoir tel accident? Euh, Pourquoi, si on a plusieurs chats ou plusieurs chiens, il y en a qui vont traverser la route et d'autres pas, proportionnellement. Donc, il y a aussi toute ce regard sur l'accidentologie, hein. On Oui. invente un peu les mots au passage.
Dans ce cas-là, quel est le décodage à interpréter? Si, par exemple, ben, mon chat se fait écraser, mon chien se fait heurter par un véhicule, ou même ben, un chien qui se promène sur un endroit, tombe et se fait mal, ou même pire, quel pourrait être Parce le que décodage derrière? ben, il faut vraiment aller regarder encore une fois l'endroit de la blessure. Par exemple, j'ai eu le cas il y a quelques mois, un cas vraiment passionnant, une dame qui m'appelle parce que son petit chien, quelques mois auparavant, a réussi à escalader le mur du jardin et il est tombé lourdement de l'autre côté. Donc c'était un chien de taille moyenne et il est tombé d'une belle hauteur et en fait il s'est vraiment abîmé la patte arrière gauche au niveau de la rotule. Donc il a été opéré en urgence et en fait si tu veux ça n'a pas du tout bien cicatrisé. Donc il a eu un post-opératoire catastrophique avec infection, surinfection. Il s'arrachait systématiquement les pansements, il s'enlevait ses poings, il fallait recoudre, redésinfecter, lui refaire des pansements. Ça a duré comme ça pendant des semaines. Et cette dame qui adore son petit chien était extrêmement inquiète parce qu'à un moment donné, quand tu as une surinfection, tu as toujours le risque qu'il y ait par exemple un staphylocoque et qu'on doive à un moment donné amputer l'animal, alors qu'à la base, c'était une histoire, tu vois, c'est même pas une fracture, ça peut être des ligaments croisés, juste distendus ou arrachés, mais il n'y a pas de quoi amputer une patte. Mais là, le post-opératoire était catastrophique. Et donc, elle me contacte et donc elle me dit juste, voilà, mon chien a été accidenté, il ne se remet pas de son opération, il a un problème de cicatrisation. Mais je ne savais pas du tout où, je ne savais pas comment. Je savais que c'était un chien de sexe mâle, je savais il était accidenté et pas plus. Et en fait, quand je me suis connectée à lui, j'ai vraiment senti apparaître cette patte postérieure gauche. Donc je lui ai demandé, elle me confirme. Et je voyais vraiment cette articulation qui finalement chez un humain correspond au genou. Et le genou, l'une des interprétations des jambes, c'est qu'elle représente notre vie. De sous les pieds, ça correspond, je dirais, à notre conception et le stade fœtal, et jusqu'à nos hanches qui représentent, on va dire, l'adolescence. Et les genoux, c'est à peu près, tu vois, la tranche d'âge entre, je dirais, voilà, 7 et, on va dire, 9 ans. Donc, quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais moi, j'ai l'impression que ça correspond. Finalement, ça pourrait, chez un humain, pour moi, ce serait une blessure au niveau du genou gauche. Et pour moi, selon mon interprétation à moi, qui s'oppose, je sais, à l'interprétation de certains énergéticiens qui pratiquent la médecine chinoise, pour moi, le côté gauche est clairement relié à la lignée de la mère et le côté droit à la lignée du père. Et vraiment, j'ai ressenti qu'il y avait une énorme problématique par rapport à la maman. Et quand j'ai été plus loin dans la communication animale, je me suis dit, oulala, mais il y a un énorme deuil qui n'a pas été fait, un enfant n'a pas du tout fait le deuil de sa maman. Et je me suis dit, il y a ça, et en autre info, il y a cet âge, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune femme quand elle avait entre ses 7 et 9 ans, qui est certainement en lien avec sa maman ou avec une femme qu'elle considérait peut-être comme une maman, ce qui aurait pu être l'une de ses grand-mères avec lequel elle aurait pu avoir un lien traditionnel. Et en fait, l'histoire, c'est que donc déjà cette dame, effectivement, elle a perdu sa maman, elle n'en a jamais fait le deuil. Quand je lui ai demandé à quel moment son chien avait fait cette chute et s'est blessé, c'était à quelques jours près à la date anniversaire du décès de cette dame. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait vécu comme émotionnellement comme choc quand elle avait entre 7 et 9 ans, ben cette dame, quand elle avait entre 7 et 9 ans, a appris pour la première fois que sa maman a découvert qu'elle avait son premier cancer. Donc tu vois le lien, c'est-à-dire que même en accidentologie, il n'y a rien qui est du hasard. Il n'y a rien qui arrive comme ça pour te mettre en difficulté. C'est pas une punition. On peut aussi y trouver un sens. Et là, et à partir du moment où elle a conscientisé ça, et ben comme par hasard, le chien a beaucoup mieux répondu aux traitements antibio, etc. Et aujourd'hui, c'est un petit chien qui va très bien.
Donc, il a revu, hein, bien sûr, un vétérinaire extrêmement compétent. Hein. Il faut absolument, dans un cas comme ça, c'est vraiment l'acte de soin. C'est important que ce soit aussi des vétérinaires qui aient un vrai traitement d'antibiotiques, etc., quand il y a une infection. Mais à partir du moment où elle a pris conscience de ça, tu vois, c'est-à-dire que dans son cheminement de femme, elle avait pris en considération sa souffrance d'être en deuil de sa maman. Alors, elle n'était pas arrivée au bout de ce travail de deuil, c'est certain, mais elle avait complètement oublié que émotionnellement, elle avait reçu un choc énorme quand elle avait entre 7 et 9 ans. Et que là, si tu ne viens pas à un moment donné t'y intéresser, ben, quelque part, adulte, il y a toujours une partie de toi qui sera en souffrance. Tu ne peux pas guérir de quelque chose que tu ne vas pas regarder. Et ce qui s'est passé dans notre enfance est très important. Alors bien sûr, on pourrait parler aussi des livres akashiques, de ce qui s'est passé dans le grand passé, mais déjà dans cette vie-là, et très souvent quand un animal quadrupède a une blessure, une maladie ou suite à un accident, une blessure au niveau des pattes postérieures, c'est passionnant d'aller regarder à quel endroit. Est-ce que, par exemple, c'est au niveau d'un sabot qui correspond à nos pieds? Est-ce que c'est un pied, si c'est un chat ou un chien ou un lapin? Si c'est à une articulation, est-ce que ça correspond plutôt chez un humain à une cheville? Est-ce que c'est plutôt un genou? Parce que tu vas retrouver des tranches d'âge. Et quand tu discutes avec le patient humain, tu vas vraiment à chaque fois retrouver et tu vas bien vérifier à chaque fois ce côté droit et ce côté gauche. Tu vas bien retrouver que là, en l'occurrence, tu vois la logique du côté gauche, c'est que c'est vraiment. Alors pourquoi c'est passé par un petit chien mâle? On aurait pu s'attendre à ce que ce soit, tu vois, dans la logique, un animal de sexe femelle. Il se trouve que cette dame ne veut pas d'animaux femelles chez elle, mais elle est bien dans un lien. Pour elle, son petit chien, c'est son bébé, c'est son enfant. Or là, il s'agit bien de la souffrance d'un enfant qui apprend que sa maman a un cancer et qui du coup est dans la peur, qui en plus l'a entendu en collant son oreille à la porte. Tu vois, on ne lui a même pas dit. Elle a entendu une discussion entre ses parents. Donc c'est ça aussi qui a peut-être un peu engrammé, cristallisé, tu vois, la peur entre 7 et 9 ans bah, de perdre sa maman, parce qu'en plus on t'explique pas ce qui se passe. Donc, et tu vois, en accidentologie vraiment animale, j'ai toujours fait le lien avec vraiment quelque chose de très miroir, de très similaire dans l'histoire de l'humain. Et encore une fois, je ne dis pas, là, tu vois, on est vraiment dans un cas extrêmement favorable, où à partir du moment où cette dame a entendu et a fait le lien, et a pu se mettre en chemin aussi, eh ben, son chien, tout d'un coup, répond extrêmement bien au traitement vétérinaire. Ça, c'est le cas parfait. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça, encore une fois. Il y a des cas où même quand il y a conscientisation, il n'y a pas d'amélioration concrète au niveau du corps, de la capacité de guérison ou dans je dirais, la maîtrise de la maladie, la mise sous contrôle pour qu'elle n'évolue pas et que les symptômes ne soient pas encore plus handicapants ou agressifs. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que la conscientisation de la maladie est arrivée trop tard ou est-ce que dans la conscientisation, c'était aussi important de passer par ces étapes-là? C'était primordial de passer par ces étapes-là. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que cette dame, elle a justement un problème au genou gauche depuis très longtemps aussi. Tu vois, voilà pourquoi il fallait quelque part que l'équivalent du genou gauche de ce chien soit engagé. Parce qu'elle-même, dans son corps physique, elle a cette fragilité-là et elle n'a jamais compris pourquoi c'était ce genou-là qui était engagé. Eh ben, la cristallisation, elle s'est faite quand elle avait entre 7 et 9 ans. Elle s'est pas faite à l'âge adulte. Tu vois, tu peux avoir un accident. Par exemple, tu peux te déchirer les ligaments croisés à l'âge de 40 ans en partant au ski ou en jouant au tennis. Mais peu importe l'âge que tu as au moment de cet accident, la symbolique du genou, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu avais ça. Et ça, si c'est cristallisé, ça peut tout à fait apparaître un peu comme une bombe tout d'un coup qui explose, un secret de famille, une boîte de Pandore qui s'ouvre, quand tu as 30 ans, 40 ans, et dans un contexte qui n'a rien à voir. C'est un accident de sport, donc on n'est pas en train de faire le lien avec un parent qui vient de t'apprendre qu'il a un cancer. Tu vois, en apparence, c'est plus léger, c'est très handicapant, ça peut être très souffrant, mais physiquement, mais moralement.
on n'a pas l'impression qu'on est extrêmement engagé, alors que finalement, en profondeur, on l'est bien plus qu'on ne le pense. Ma question pour finir, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce que l'animal, comme animal, est-ce que l'animal a conscience de son importance dans le décodage par rapport à son gardien, ou est-ce que lui, il est juste là pour être là dans la relation? Alors, tu sais, en communication animale, il y a différents niveaux en fait de connexion. C'est comme des prises. Tu peux te brancher à différents plans de conscience, donc de l'animal. Si tu te branches sur le plan numéro un, qui est, je dirais, le plus basique, l'animal va plutôt être dans de la description. Il va décrire des choses, mais ne va pas être sur un plan explicatif. Donc là, l'animal, finalement, il n'est pas en train de se poser 3 milliards de questions, il n'est pas en train de se dire, je dois passer par là pour réveiller mon humain. Lui, il est juste en train de te dire, j'ai mal à la patte parce que en jouant avec mes copains, bah, j'ai été un peu bousculée et du coup, là, j'ai mal. Et ça peut déclencher du coup une visite chez le véto si la personne hésitait encore, voilà. Mais là, l'animal, il n'est pas en train de te dire, il se positionne pas en tant que guide. Il faut se brancher, tu vois, sur des plans de conscience supérieurs de cet âme animale. Donc, c'est d'autres prises, mais qui sont un peu plus hautes. Et où là, l'animal mesure, là, l'âme animale est parfaitement dans la mesure du rôle qu'elle joue réellement. Et donc, quelque part, c'est sérieux pour elle. C'est sérieux, mais en même temps, il y a beaucoup de comment dire, de détachement, de bienveillance, d'amour. C'est-à-dire qu'un animal, il n'est pas là, tétanisé, à dire, bon, mais là, il faut qu'il comprenne, bon sang, tu vois, il tape pas du poing sur la table en disant, mais il a toujours pas compris. C'est pas du tout ça, parce que c'est que de l'amour inconditionnel. Mais vraiment, sur des plans supérieurs, bien sûr que l'animal est parfaitement dans la conscience des contrats d'âme qui ont été établis, de cette notion, tu vois, de mission, quelque part, même si j'aime pas trop ce mot, mais on est quand même bien finalement là-dedans. Et donc de guidance, de cette mise au service, mais qui n'est pas encore une fois, quand on se branche sur ces plans supérieurs de conscience, l'âme animale n'est pas ne se plaint de rien et n'est pas dans une notion de sacrifice. L'animal n'est pas en train de dire c'est normal que je me sacrifie pour mon humain. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est vraiment dans ce système collaboratif. On parlait avant de se connecter de binôme, mais c'est ça, c'est-à-dire que l'âme animale est consciente d'être dans un système de coévolution. Et quelque part, elle est consciente qu'elle joue juste son rôle, pas plus. Elle demande pas à récolter de lauriers. Elle demande pas à être remerciée, même si moi, ça me paraît naturel d'être dans la gratitude vis-à-vis d'eux. Elle n'attend rien, en fait. Elle est juste dans cet amour. Pour elle, c'est naturel de le faire parce qu'elle a conscience que c'est son rôle. Comme l'humain a des rôles, les âmes humaines ont des rôles qu'elles se doivent de remplir tant qu'à faire. Mais Eh bien, en tout cas, merci Laetitia pour cet éclaircissement et peut-être ça permettra à chacun d'observer vraiment notre lien fusionnel avec le compagnon animal et aussi notre rôle par rapport à eux, dans la mesure où on les aime et on leur souhaite le meilleur. C'est peut-être aussi accepter ces prises de conscience-là, hein, par le biais du décodage. En effet, il n'y a pas de solution miracle, comme tu l'as précisément dit un peu plus haut. C'est pas parce qu'on va prendre conscience de quelque chose que ça va résoudre forcément l'état symptomatique ou même la maladie bien implantée. Euh, Ça permet déjà de passer pour nous un palier et d'être dans autre chose. disons que quoi qu'il en soit, ça va forcément dans le bon sens. Même si ça n'aboutit pas à une rémission de la maladie, ça va forcément dans le bon sens parce que ça va dans le sens de l'éveil, tout simplement. Eh bien, merci infiniment, Laetitia. Nous aurons l'occasion de développer d'autres sujets ensemble au cours des mois qui arrivent. Si les personnes qui regardent cette vidéo souhaitent apporter des commentaires ou partager des expériences,
c'est avec grand plaisir, hein. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo de manière à favoriser l'algorithme, hein. Tout ceci est complètement en don du cœur de notre part à Laetitia et à moi. Donc, il n'y a aucun bénéfice derrière financier, juste un partage. Merci en tout cas, Daniel, de ta confiance. C'était un vrai plaisir, comme à chaque fois, de partager avec toi. Merci Merci, beaucoup. merci à toi, Laetitia. De toute façon, on se dit à très vite, à très bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir à Au tous, à revoir. très vite, au revoir.